Bonjour, je vais vous faire le dossier 4. Je suis de retour à Paris. Donc, le dossier 4, il s'agit d'une patiente de 27 ans qui vient aux urgences suite à un état d'agitation au domicile. Cette patiente est psychologue et n'a pas d'antécédent particulier sur le plan chirurgical et médical. Elle consomme un joint de cannabis tous les jours depuis 5 ans le soir pour dormir. Et concernant sa consommation de tabac, elle est estimée à 10 paquets années. Cette nuit, vers 2 heures du matin, elle s'est brutalement réveillée en sueur, elle était pâle et haletante. Je n'arrivais plus à respirer, vous dit-elle, j'étouffais, je n'avais plus aucun contrôle, je devenais complètement barge, aidez-moi. Votre examen clinique retrouve les éléments suivants, une fréquence cardiaque à 110, et il existait une gêne respiratoire avec une sensation d'étouffement. L'épisode a cédé rapidement et a duré une dizaine de minutes. Le reste de votre examen clinique est sans particularité. Quel bilan prescrivez-vous? Il faut prescrire un hémogramme, un ionogramme sanguin, une fonction rénale plasmatique, urée, créatininémie, une glycémie, ne pas oublier, bon, des enzymes cardiaques, c'est pas important, un électrocardiogramme, une radiographie thoracique et la recherche de toxiques dans les urines. Il faut, devant un état d'agitation, le bilan de base est le suivant. Donc hémogramme, ionogramme sanguin, fonction rénale plasmatique, glycémie, ECG, radiographie thorax et dosage des toxiques urinaires dans les urines. Je vous rappelle qu'on ne dose plus les dosages, on ne le fait pas, on ne fait jamais le dosage des toxiques dans le sang. Le seul toxique dans le sang qu'on dose, c'est l'alcool. Et les dosages de toxiques dans le sang, on les fait qu'à visée médico-légale dans les cas de viol ou de vol uniquement. Alors il faut éliminer une étiologie organique, bien évidemment, en premier lieu devant ce tableau. Donc n'oubliez pas, si jamais on vous pose la question, la confusion mentale, avec toutes les étiologies que ça implique, l'hypoglycémie, l'embolie pulmonaire. C'était ce qui était rapporté lorsqu'on avait demandé à certains professeurs correcteurs du concours de l'ECN de nous dire quels mots-clés ils mettaient en avant. Confusion mentale, hypoglycémie, embolie pulmonaire. Bien évidemment, on peut retrouver aussi abdomen chirurgical, AVC, hyperthyroïdie et syndrome coronarien. Il faut toujours évaluer un trouble organique associé. Quel diagnostic proposez-vous alors? Et argumentez votre choix. Donc il s'agit d'une crise d'angoisse aiguë et d'un premier épisode. L'attaque de panique est acceptée, bien évidemment, et une bonne analyse sémiologique permet de faire un bon diagnostic. Donc ici, qu'est-ce qu'il fallait comme argument? C'est le déroulé finalement de l'observation. Le déroulé de l'observation, c'est quoi? C'est un début brutal, des manifestations anxieuses, la peur de mourir, la peur d'étouffer, quelque chose qui cède brutalement, et aucune autre étiologie retrouvée. On est plutôt dans un tableau d'attaque de panique. Quels autres diagnostics auriez-vous pu discuter, argumenter votre réponse? Eh bien, ici, devant ce cas clinique, il est tellement classique que c'est aucun la réponse. Aucun, parce que l'examen somatique est strictement normal et les toxiques urinaires sont strictement normaux. Donc, aucun diagnostic. Que proposez-vous à votre patiente sur le plan thérapeutique? Toujours le plan sémiologique, thérapeutique. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Le traitement. Et après, qu'est-ce qu'on envisage? Donc, isolement au calme, une réassurance, un climat empathique, tout ça, c'est des mots-clés. Isoler, réassurer, empathie, ce sont des mots-clés. Empathie fait partie de la question, les bases psychopathologiques de la psychologie médicale. On peut proposer des techniques de relaxation et des benzodiazépines si nécessaire. Et enfin, on va faire un suivi ambulatoire en l'absence d'urgence. On hospitalisera, c'est un commentaire, on hospitalisera s'il y a une urgence médicale, une urgence chirurgicale, une urgence psychiatrique ou un raptus anxieux. Ce sont les 4 indications d'hospitalisation devant un tableau de ce type-là. Votre patiente, malheureusement, récidive à plusieurs reprises. Que proposez-vous comme diagnostic? Donc on est dans l'attaque de panique récidivante. Le diagnostic est simple, ça s'appelle un trouble panique, qui fait partie des troubles anxieux. Donc un trouble panique. Et il faut retenir que c'est le trouble panique est lié à la répétition d'attaques de panique. Pour retenir, c'est 4 attaques en 4 semaines, mais c'est très mnémotechnique. Ces attaques sont spontanées et imprévisibles. Elles peuvent être situationnelles, associées à une anxiété anticipatoire intercritique et associées ou non à une agoraphobie, qui est un autre type de trouble anxieux.
Quel traitement proposez-vous alors sur le trouble panique? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher une étiologie organique aiguë et ou un trouble organique associé. Premier point, toujours capital. Un suivi ambulatoire avec un traitement antidépresseur qui est le traitement curatif de fond après bilan préthérapeutique. D'accord? Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine et la paroxétine à l'AMM ou l'escitalopram également. Et les tricycliques, c'est plutôt de la deuxième intention. Les benzodiazépines, c'est du symptomatique à courte durée et parce qu'il existe un risque de dépendance. Et si les sujets consomment des substances, comme c'est le cas ici, il vaut mieux éviter et contrôler ça rapidement. Le traitement antidépresseur, la durée du traitement, c'est 6 à 12 mois et on l'associe bien évidemment à une psychothérapie de soutien. Et dans le trouble panique, dans les troubles anxieux en règle générale, ce qui fonctionne très très bien, ce sont les thérapies cognitives et comportementales d'abord. Et au décours, chez un patient motivé, on peut envisager une thérapie d'inspiration analytique. Comment évolue le trouble panique? Eh bien, il y a une guérison possible en quelques semaines à quelques mois. Il y a une rémission dans 30 à 40% des cas et le patient peut rechuter. Le trouble peut devenir chronique et c'est surtout lié à l'aggravation de l'agoraphobie. Et enfin, les complications principales, c'est un retentissement socio-professionnel, un épisode dépressif, un risque suicidaire et des conduites addictives. Alors, vous vous rappelez, cette patiente prenait du cannabis à visée hypnotique. Elle est d'accord pour une prise en charge. Qu'est-ce qu'on propose comme diagnostic à cette patiente, justement, qui consomme comme ça du cannabis pour dormir? Quel diagnostic? Le diagnostic, c'est une dépendance, parce que la consommation quotidienne est supérieure à 1 an. On n'a pas d'autres informations, mais comme ça, une consommation régulière, continue et chronique, on est dans un système clinique de dépendance. Quelles sont les principales complications psychiatriques liées à la consommation de cannabis? Eh bien, il faut répondre uniquement à la question, c'est de l'information au patient, c'est d'abord de la dépression. Ça peut être également un syndrome amotivationnel qui est lié à la dépression. C'est la décompensation ou l'aggravation des troubles anxieux préexistants, donc ici un trouble panique, ça peut aggraver la pathologie. Un bad trip, d'accord, c'est pas un mot rock'n'roll. Bad trip, c'est un épisode délirant lié au cannabis ou un épisode anxieux lié au cannabis de très courte durée. Et ça peut être également une décompensation de troubles psychotiques, donc ça peut être une psychose cannabique aiguë, ça peut être la décompensation d'une maladie schizophrénique préexistante. Le cannabis n'induit pas de schizophrénie. Le cannabis est un facteur favorisant de schizophrénie dans une constellation de symptômes cliniques. Que proposez-vous comme traitement donc, dans le cadre de cette dépendance au cannabis? Donc c'est un suivi qui est d'abord ambulatoire et il faut évaluer la sévérité de la dépendance, bien évidemment. Il faut rechercher d'autres conduites addictives, faire une évaluation motivationnelle à l'aide des techniques d'entretien motivationnel, et il n'existe pas de traitement substitutif pour le cannabis. Le traitement est uniquement symptomatique et on va traiter les manifestations de sevrage, parce que je vous rappelle qu'il existe vraiment une dépendance physique et psychologique au cannabis. Donc on va traiter de manière symptomatique le sevrage sur 15 jours à peu près, et on va associer une forme de thérapie cognitive et comportementale à visée de prévention de la rechute. Les principes de l'entretien motivationnel, je vous les rappelle. Donc, il y a d'abord l'empathie, où le thérapeute, comme moi, je suis présent et disponible pour vous, et je comprends votre souffrance actuellement de réviser ce concours, mais après, vous serez récompensé. La balance décisionnelle, c'est les patients qui disent « oui, j'ai envie de m'arrêter, mais bof, enfin, je ne sais pas trop ». Donc, il faut évaluer les avantages et les inconvénients d'un arrêt chez un patient. C'est le patient qui fait ce travail. Il ne faut surtout pas forcer la résistance au traitement. Il faut éviter l'affrontement avec le patient. Renforcer le sentiment d'efficacité personnelle. Si le patient réussit à diminuer sa consommation, c'est déjà une première étape. Renforcer la liberté de choix, c'est-à-dire que le patient va décider d'arrêter, lui, va trouver le moment pour arrêter sa consommation, et il faut lever les obstacles, notamment les symptômes de sevrage. Donc en conclusion, il y a différents types de troubles anxieux, vous le savez, il y en a plusieurs, le trouble panique, le trouble phobique, le stress post-traumatique, le trouble obsessionnel compulsif, le stress aigu. Il faut privilégier une association pharmacothérapie et psychothérapie. Et dans les formes graves et invalidantes des troubles anxieux, on privilégie également, en plus du traitement médicamenteux et psychothérapique, le travail en réseau
et les MDPH, maisons départementales pour les personnes handicapées. Le cannabis, malheureusement, est souvent utilisé à visée autothérapeutique chez les patients qui souffrent de troubles anxieux. Donc les recommandations, vous avez l'HAS en 2007 a publié quelque chose sur les troubles anxieux graves, et vous avez une expertise INSERM sur le cannabis qui date de 2001. Nous avons donc traité les crises d'angoisse, les troubles anxieux, les addictions, les différentes techniques de psychothérapie et la prescription et les surveillances psychotropes.